Bonjour à tous, j'avais déjà fait des vidéos qui parlaient des relations et de l'ABDL, mais c'était des vidéos qui parlaient plus d'une relation qui commençait et dans laquelle on devait parler d'ABDL. Je voudrais maintenant vous proposer une vidéo qui parle d'ABDL mais dans une relation qui est déjà établie depuis longtemps. Et pour ce faire, j'ai une invitée, Sineden. Bonjour. Alors Sineden, tu es sexologue expérimentée, tu proposes des consultations de sexothérapie pour les couples et aussi pour les individus, que ce soit en personne ou à distance. Tu es basée sur Lyon. Tu es aussi la créatrice du podcast Sineden Sublime, un espace qui est dédié à l'exploration des sexualités sur toutes les formes. Tu animes aussi des ateliers de couple, de bien-être sur les sexualités, et tu es assez engagée auprès de la communauté LGBTQIA+. Merci pour cette présentation. Je crois que je peux pas dire mieux que ça. Donc effectivement, je suis sexologue, sexothérapeute. Je fais de la consultation, j'anime des ateliers et je forme aussi les professionnels de santé autour des thématiques du genre, du queer et des sexualités dites alternatives. Je précise que tous les liens seront disponibles dans la description de la vidéo. Alors, avant toute chose, pour qu'on recale un peu le contexte, qu'est-ce que c'est qu'une sexologue ? Alors, la sexologie, c'est l'étude des sexualités. Et la sexothérapie, c'est l'accompagnement que l'on peut faire autour des thématiques de l'intimité relationnelle et de la sexualité. Mon travail, c'est d'accompagner les personnes qui rencontrent des problématiques en lien avec leur intimité, qu'elles soient relationnelles et ou sexuelles, de les accompagner par rapport à leurs besoins spécifiques, c'est-à-dire il peut y avoir des troubles sexuels, il peut y avoir des questionnements en lien avec leur sexualité, aussi possiblement dans leur couple. Et donc moi je vais accueillir, écouter, accompagner, intervenir sur ces sujets-là. Dans un contexte bien précis, celui de la thérapie. Donc je suis avant tout thérapeute, avec une expertise sur les sexualités, puisque j'ai été formée en tant que telle. Donc voilà. Donc ça peut être des couples ou des individus qui te contactent, qui disent j'ai un problème. Exactement. En général, on va rarement faire une thérapie quand tout va bien, ou dans la grande majorité des cas, il y a une problématique. Certaines personnes viennent aussi faire la thérapie parce qu'elles souhaitent mieux se connaître, mieux se comprendre. Mais je reçois des couples, des trouples, je reçois aussi des personnes seules, peu importe leur genre, leur orientation sexuelle, majeure dans mon cas, pour les accompagner sur ces thématiques-là. Avec une de mes expertises qui est quand même celle des paraphilies, donc ce sont toutes ces sexualités qui sortent des dites normes sociétales, voilà, si je peux en faire une définition très courte de ce terme. Donc j'accompagne aussi énormément de personnes qui ont des fétiches en tout genre. Tu as une grosse partie du coup de personnes qui ont des kinks ou des fétiches dans ta clientèle, il y a beaucoup d'ABDL ? Sachant que c'est une de mes expertises, effectivement, j'ai quand même beaucoup de personnes qui ont un fétiche et ou qui ont des pratiques qui peuvent sortir des dites normes. Et effectivement, j'ai pas mal de personnes ABDL parce qu'à l'époque, il y a 4 ans, dans mon podcast Sineden Sublime, j'avais interviewé plusieurs ABDL qui avaient partagé leur histoire, leur ressenti par rapport à cet univers-là. Et donc, j'en ai fait une de mes expertises, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Donc effectivement, j'accueille beaucoup d'ABDL, mais pas que. Au sens large du terme, j'accompagne aussi les personnes qui sont dans du H-play avec toutes les définitions que peuvent composer ce terme, et puis d'autres types de fétiches, les looners, les fétichistes des pieds, bref, le fétiche au sens large du terme, voilà. N'hésitez pas à aller écouter son podcast, il est très intéressant. Alors, l'ABDL, une définition pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un mot un peu fourre-tout qui englobe la régression au sens large. On a la partie AB, donc Adult Baby, bébé adulte, et la partie DL, donc Diaper Lover, donc fétichisme des couches. Les gens qui sont AB peuvent aussi être DL, inversement, la communauté est assez fluide là-dedans. Les gens peuvent se définir par pourcentage, je suis 10% AB, 90% DL, etc. Mais première question qu'on peut se poser lorsqu'on est ABDL, lorsqu'on souhaite s'assumer, c'est que est-ce que aimer les couches ou est-ce que aimer régresser, c'est normal ? Alors, tu me poses deux questions dans une là. Le terme de régression peut être mal perçu par certaines personnes. En tout cas, dans ce contexte-là, il n'est pas péjoratif. Je pense que c'est important de le préciser. La régression, c'est le fait de retourner à un âge qui soit inférieur au sien. On bouge et on circule dans ce spectre-là. On régresse tous. On régresse quand tu rentres chez toi et que tu, t'as envie de manger des chamallows et sucer ton pouce devant un dessin animé, c'est possiblement une forme de régression. On rentre pas dans la psychologie du terme, donc j'essaie de te donner des exemples qui soient accessibles, je dirais. Quand tu retournes chez tes parents, il suffit que, si tu as des frères et sœurs, peut-être auras-tu remarqué que ton langage, ton attitude, ton comportement va être
modifier et naturellement tu vas peut-être prendre un ton de voix, une attitude qui est un peu plus infantile parce que tu retournes dans un lieu, dans le lieu dans lequel tu as grandi, avec des souvenirs associés à ton enfance et donc instinctivement tu vas reprendre ces codes-là. C'est quelque chose que l'on fait tous à des degrés différents, à des intensités différentes. Je n'aime pas trop le terme de normal, hein, tu verras, quand tu vas m'en parler, je vais souvent nuancer ce propos, mais il n'y a rien de dramatique à ça, à partir du moment où ça ne te fait ni de mal à toi, ni à l'autre, et qu'il n'y a pas derrière un caractère obsessionnel. Donc la régression, elle concerne tout le monde. Quand tu entends une musique de ton enfance, de ton adolescence, ça va te ramener à un état que tu as connu plus jeune, qui va, dans ta corporalité, dans ton attitude, dans ton ressenti, va te replonger à ça. Donc c'est ça aussi la régression. Ok, je comprends, mais par exemple, tu vois, aimer porter des couches ou vouloir porter des couches, c'est quelque chose qui peut sembler quand même un peu bizarre ou anormal pour certaines personnes qui ne se connaissent pas ce kink et qui trouveraient ça bizarre qu'un homme ou une femme ou une personne qui soit plus un enfant, qui ait 20 ans, 30 ans, 50 ans, ait envie de porter des couches. C'est quand même quelque chose qui est un peu original. Tout dépend dans le milieu dans lequel on évolue et notre ouverture au monde. C'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être un intérêt assez atypique et pour d'autres, on n'y verra rien de mal. Encore une fois, moi, ce qui est important de regarder, c'est quel intérêt on porte aux couches. Est-ce qu'il y a une souffrance derrière cet intérêt? Est-ce que c'est quelque chose qui impacte ton quotidien, ton entourage, ton environnement, de manière négative? Tu portes des couches et tu t'y intéresses comme tu peux t'intéresser aussi à d'autres choses, comme tu peux potentiellement avoir un doudou dans ta chambre. Ça ne fait pas pour autant de toi quelqu'un qui ne va pas bien. Donc je peux pas te donner une réponse qui soit très radicale à ce propos parce que je pense qu'il faudrait regarder chaque individu et voir quel rapport l'individu a aux couches, quel rapport il a à l'environnement en lien avec les couches. Mais à partir du moment où cet intérêt ne te fait ni de mal à toi ni aux autres, qui ne t'empêche pas de vivre, d'avoir une vie sociale, une vie professionnelle, une vie potentiellement romantique avec quelqu'un, voilà, c'est juste un intérêt porté sur un objet qui peut être atypique pour notre société. En attendant, certains font la collection des timbres, d'autres des poupées, d'autres des sneakers. Quelle intention et quelle attention on porte à l'objet? Pour moi, c'est ça qui est important de regarder, plus que l'objet en lui-même. À partir du moment où cet objet reste légal et qu'il ne fait de mal à personne. Donc aucun problème à ce que des personnes portent des couches par confort ou par plaisir? Aucun problème à partir du moment où, encore une fois, tu ne te fais ni de mal à toi ni aux autres. Si une couche t'excite, te fait du bien et ou te procure un état de bien-être, que grand bien te fasse. Dans le milieu ABDL, on parle beaucoup de communauté ABDL, donc communauté au sens large. Ce ne sont pas forcément des gens qui se connaissent, mais ce sont des gens qui ont la particularité d'aimer les couches ou la régression. Et dans cette communauté, on remarque qu'il y a beaucoup plus d'hommes sur les réseaux. Est-ce que tu as un avis de pourquoi là-dessus? Alors, tu vas me détester parce que pour moi la nuance est hyper importante dans tout propos. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette affirmation-là. Je n'ai personnellement pas lu d'études qui l'affirmaient. Si ce n'est des blogs qui donnent des chiffres comme ça, alors peut-être sont-ils vérifiés. Néanmoins, c'est quelque chose dont on a parlé toi et moi en privé. Dans les forums, il y a une grande majorité d'hommes, si on doit être très binaire homme-femme, qui viennent partager leurs fétiches, etc. J'ai eu énormément de témoignages sur Instagram et par mail notamment, de personnes, femmes, qui m'ont exprimé leurs fétiches, leur désir de pouvoir en parler, mais leur incapacité à le faire, parce que sur les forums et de manière générale, une femme qui partage un fétiche, ça leur semble suffisamment rare pour en faire une perle rare et ensuite ne pas leur lâcher la grappe. Beaucoup de femmes qui m'ont contacté par rapport à ça se plaignent d'harcèlement dès qu'elles ont le malheur de venir exprimer, de partager leur genre et leur intérêt par rapport à ce fétiche-là. Donc je pense que beaucoup de femmes ont aussi ce fétiche, mais elles sont beaucoup plus en retrait, donc on les voit moins, on les entend moins, et donc on a l'impression qu'il y a une majorité d'hommes qui s'intéressent à ce fétiche-là. J'ai lu récemment plusieurs articles qui justement avaient tendance à dire que plus d'hommes avaient de fétiches que de femmes. Personnellement, je n'affirmerai pas ça parce qu'on n'en sait rien. Je pense qu'il faudrait un échantillon d'hommes et de femmes bien spécifique qui permettrait de répondre clairement à cette question. Aujourd'hui, à ma connaissance, je n'ai pas d'études qui puissent l'affirmer. Il faut aussi savoir que pendant des générations, on vit quand même dans une société patriarcale, on a toujours laissé la place aux hommes de pouvoir s'exprimer, et lorsqu'ils le font, même si parfois certains peuvent être bousculés, ils ne se font pas harceler, ou en tout cas pas de la même manière qu'une femme. La parole des femmes commence à se libérer, c'est tout nouveau, et encore lorsqu'elles daignent le faire, elles s'en prennent plein la face. Pour être honnête, je mettrai quelques nuances à cette affirmation par rapport au taux d'hommes qui ont un fétiche par rapport aux femmes. Je risque peut-être de me faire taper sur les doigts par des personnes qui ont un avis contraire,
contraire, mais dans ce cas-là, j'aimerais bien avoir des études qui contredisent mon propos. Alors, petit point, pour toi, en tant que sexologue, c'est quoi un fétiche ou un kink? Je vais te donner la définition qui apparaît dans le DSM, donc la Bible des 10 médecins psychiatres. Il faut savoir que le terme de fétiche ou de fétichisme, fétichiste, est petit à petit réapproprié par la communauté et donc sa définition est beaucoup plus nuancée, elle bouge. J'ai déjà vu des gens, lorsque je parlais de fétiche, venir me dire oui mais non, mais en fait un fétiche c'est pas forcément... Mais je ne remets pas en cause la définition que chacun a du terme de fétiche, mais si on se base quand même sur une définition qui est celle présente dans les livres aujourd'hui et celle-ci, c'est l'érotisation d'un objet, donc ça peut être une table, un vase, et ou d'une partie du corps qui est considérée comme non érotique, non sexuelle, et donc c'est déplacer ses pulsions sexuelles sur cet objet-là. Par exemple, typiquement, tu as des personnes qui ont un fétiche des couches, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce fétiche-là? Parce que tu as des personnes qui vont peut-être porter une couche à des fins masturbatoires, et tu en as d'autres qui ne vont absolument pas y associer une forme de génitalité derrière ce fétiche. Donc vois le fétiche comme un terme parapluie qui englobe plein de choses, mais la définition du fétiche comme tel, je te l'ai donnée, et peut-être que ce serait bien aussi de la donner plus clairement à l'écrit, parce que là je te la fais courte. Et puis tu as aussi le trouble fétichiste, donc là il y a derrière le caractère obsessionnel de l'objet, la récurrence et surtout la souffrance qu'il y a derrière. Donc tu peux avoir un fétiche sans pour autant que t'en souffres et que ça te fasse du mal et que t'en aies honte, etc. Mais par contre, à partir du moment où il y a cette récurrence et cette intensité et surtout cette souffrance liée au fétiche, là on va parler de trouble. Encore une fois, il n'y a rien de grave à ça à partir du moment où tu ne te fais ni du mal à toi ni aux autres. C'est important d'avoir ces nuances-là aussi pour déculpabiliser celles et ceux qui peut-être auraient un fétiche. J'ai pas bien compris du coup, elle est où la souffrance dans un fétiche? C'est souvent ces personnes qui vont ressentir de la honte, de la gêne, qui vont s'enfermer et se priver de toute relation sociale parce qu'ils, elles, savent qu'ils ont un fétiche et que vraiment c'est une souffrance qui est intérieure, c'est quelque chose qui n'est même pas palpable. Cette souffrance qui est quand même nourrie et générée par aussi cadre que nous pose la société sur les sexualités. Je ne dis pas que ce cadre n'est pas bien ou qu'il n'est pas juste. Il faut un cadre à tout, selon moi, un cadre légal et illégal, ce qui distingue quand même les crimes des non-crimes. Hein. Mais la souffrance, elle peut être diverse et variée, elle peut être physique, elle peut être psychologique. À partir du moment où tu utilises un objet et que celui-ci te fait mal, tu n'arrives pas à faire une pause dans le port des couches, par exemple, là, il y a peut-être quelque chose qui mériterait d'aller être exploré. Et derrière ça, souvent, il y a une dite souffrance. Alors, le sujet de cette vidéo porte sur la BDL et le couple. La vidéo que j'avais fait avant, du coup, je vous la conseille toujours, portait plus sur, en fait, comment, une fois qu'on a rencontré quelqu'un, comment est-ce qu'on lui parle d'ABDL au début. Mais il y a la partie où, en fait, on est déjà en couple depuis longtemps, et on assume son côté ABDL, plus longtemps dans le couple, après peut-être 2 années, 10 années, 15 ans dans le couple, on va dire, en fait, je suis ABDL. Donc, déjà, comment est-ce que, selon toi, ça peut être bien lorsqu'on est en couple? À quel moment de la relation on doit parler de la BDL ou de ses fétiches? Alors déjà, je suis pas certaine que l'on doit. Chacun est libre pour décider si oui ou non c'est pertinent de parler de son fétiche. On a tous et toutes le droit d'avoir un jardin secret. Donc selon les ressentis et le quotidien et le vécu, à voir si c'est pertinent, intéressant et juste pour soi de communiquer, de partager cette part de nous. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Si par exemple c'est important pour nous-mêmes, si par exemple on aime porter des couches et on a peut-être un peu de mal à le formuler, mais on aimerait bien que ce soit un peu plus dans notre relation parce que juste en fait ça nous excite de voir quelqu'un en couche et on a envie de partager là-dessus. Donc à quel moment de la relation et comment est-ce qu'on communique là-dessus? Mais là tu poses la question à laquelle je n'ai pas une réponse parfaite parce qu'au fait on est tous des individus authentique et différent, mais c'est une question qui revient très régulièrement au cabinet. Moi, ce que j'ai envie de questionner, c'est qu'est-ce que tu y gagnes à partager cette part de toi et qu'est-ce que tu viens chercher? Quel est ton besoin? Quelles sont tes envies dans ce cadre-là? Et le bon moment, c'est celui à partir duquel tu te sens prêt à communiquer sur ça. Certaines personnes vont avoir le besoin d'en parler immédiatement, d'autres auront besoin de connaître un peu mieux l'autre et de se sentir en confiance, et certaines personnes considèrent et estiment que c'est leur jardin secret et garderont ça pour eux toute leur vie. En fait, pour moi, il n'y a pas de juste et bonne réponse, si ce n'est le schéma que l'on se fait de la relation, et on va projeter, moi j'en aurais parlé dès le début, sinon c'est mentir à l'autre, mais en fait, c'est quoi le mensonge pour toi? À partir de quand je mens ou pas? Tu vois, je pourrais pas te donner une réponse qui soit toute blanche ou toute noire. Donc en fait, c'est plus personnel, il faut déjà qu'on soit en accord
accord avec nous-mêmes sur ce fétiche-là pour dire, bon, bah maintenant j'ai envie de partager cela. C'est ça, ou... Je sais pas si on a besoin d'être en accord. Ça veut dire quoi être en accord avec soi pour toi? Là, ça veut dire s'accepter, par exemple, c'est le fait de se dire, oui, bon, bah j'aime les couches, maintenant j'ai envie de partager ça avec cette personne, ou j'ai envie, ça me manque en fait de pas avoir ça dans une relation de couple. Tu sais, il y a des personnes qui ne s'acceptent pas forcément avec ça et qui pour autant, en le partageant à leur partenaire, va avoir un rôle hyper important dans l'acceptation que l'autre peut avoir vis-à-vis de lui-même. Pour te donner quelques exemples, je vais essayer de t'en donner trois. Trois très différents. Ok, trois. Le premier couple, c'était un garçon qui acceptait totalement son fétiche. On a parlé dès le départ à l'autre et l'autre a décidé et a accepté d'apprendre, à connaître, à comprendre le fétiche, à laisser cet espace à l'autre et ça, voilà, donc le couple vit ensemble. Elle ne partage pas forcément le fétiche de sa partenaire, mais il n'y a ni jugement, ni remarque, ni critique et c'est intégré et c'est accepté et cette personne-là a même sa salle de jeu avec son fétiche. Ce qui est quand même une belle preuve d'amour d'avoir sa salle de jeu. Complètement. Et puis ils en parlent sans aucun problème, enfin c'est un non-sujet quoi. Le deuxième exemple, c'était une fille, AB, qui voilà n'était pas tout à fait en accord avec ses désirs-là et ses besoins qu'elle avait. Elle en a parlé à son partenaire parce qu'au fait, elle se partage tout. Et celui-ci a eu un rôle hyper intéressant puisqu'il l'a beaucoup aidé à s'accepter telle qu'elle est, etc. Et à embrasser cette part d'elle-même. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de honte, plus de gêne. Ça ne veut pas dire qu'ils vivent ensemble ce fétiche, mais elle a des espaces en dehors du couple avec lesquels elle peut aller explorer, vivre et nourrir ce fétiche-là dans un cadre bien défini qui est juste pour elle. Et voilà, donc je trouve ça plutôt cool aussi. Tu vois, c'est le partenaire, au contraire, qui est allé apaiser potentielle souffrance et état de mal-être par rapport à ça. Et alors, le troisième exemple que j'ai, c'est un homme qui, lui, est ABDL. Il a 70 ans passé et il a toujours eu ce kink-là et il a toujours gardé pour lui et il n'a pas envie de le partager. C'est son petit jardin secret à lui. C'est son petit plaisir à lui de savoir qu'il a ça pour lui. Et il me disait, je partage tout avec ma femme, il y a bien des choses que j'ai envie de garder pour moi. Et il n'en souffrait pas. Là, je t'ai donné 3 exemples très différents, il y en a sans doute tout un tas d'autres, donc peut-être que celles et ceux qui nous écoutent pourront peut-être aussi témoigner de leurs expériences. Oui, n'hésitez pas à mettre votre témoignage dans les commentaires. Voilà, je sais pas si ma réponse te satisfait, mais voici ce que je peux en dire. Si par exemple je suis fétichiste des couches, comment est-ce que j'aborde ça avec la personne avec qui je suis? Comment je dis, au fait, bonjour, aujourd'hui, je voudrais t'apprendre quelque chose sur moi. Comment, il y a peut-être un travail de préparation à faire, non? Enfin, qu'est-ce que tu conseilles là-dessus? Alors, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir spécifiquement pour ça, justement pour... elles se sentent prêtes à communiquer leur fétiche à leur bien-aimé. Et donc, comment je fais? Il y a 1001 manières de le faire. Je peux te donner étape par étape une des solutions, mais encore une fois, c'est propre à chacune et à toi de t'adapter et de prendre ce qui te convient dans la recette. On prend la recette alors. La recette de comment parler son fétiche. Par Cinéden. Alors déjà, pour moi, la première chose, c'est déjà de se sentir en confiance avec sa partenaire, de manière générale. Si tu as quelqu'un qui te respecte, qui t'écoute et avec qui tu peux échanger sans que ce soit problématique, c'est qu'il y a déjà un espace qui soit safe pour accueillir potentiellement cette fameuse thématique. La première chose, c'est peut-être tu prends une feuille, un stylo et t'écris tout ce que tu as à dire, tout ce qui te vient en tête. Donc même si c'est dans le désordre, c'est pas grave. Bon ben j'ai envie de parler de mes envies, mes besoins et mes désirs. C'est 3 choses différentes. J'ai envie de chocolat, j'ai besoin de manger quelque chose maintenant et je désire m'enfiler le carton plein de chocolat. C'est 3 choses différentes, tu vois, un peu subtiles, mais c'est important parce que ça va te permettre imagine une boîte de nœuds et petit à petit de dénouer les nœuds et de saisir fil par fil ce que tu as en toi. Et plus tu vas pouvoir décortiquer tout ça, mieux tu pourras communiquer à l'autre et peut-être que tu seras surtout mieux compris. Donc ça me paraît essentiel. Donc tu prends une feuille, un stylo, j'ai envie de parler de mon fétiche, ok, j'ai envie de parler de mon kink. Qu'est-ce qu'il y a dans mon kink? Les couches, les tétines, les biberons, voilà. Tu rentres dans le détail. Qu'est-ce que ça me procure au juste? Du plaisir, ça me détend, ça me fait du bien, ça me rend joyeux, ça m'excite. Ok, concrètement, qu'est-ce qui m'excite? Est-ce que c'est le bruit, le toucher, le tout, la vue? Tu rentres dans le détail de tout ça, tu vas décortiquer. Donc tu notes, même si au départ c'est pas structuré, c'est pas grave. Après, si t'as besoin, tu peux structurer. Ensuite, moi j'invite à avoir ce papier, ces notes avec soi, parce que lorsque tu vas en parler, tu risques d'être pris par tes émotions et peut-être que tu risquerais d'oublier des choses et ça pourrait potentiellement générer de la frustration. Tu vois là, tu dis à ta partenaire,
partenaire, voilà, j'aimerais bien qu'on ait une discussion, c'est quelque chose qui est important pour moi, j'aimerais pouvoir être entendue, donc juste tu écoutes, si tu as des questions par la suite c'est ok, mais j'aimerais juste que pour l'instant tu puisses accueillir ça. Donc pour moi ce qui est essentiel, et là je parle au couple, c'est d'accueillir. Accueillir sans juger. C'est difficile parfois de ne pas avoir de jugement, on reste des êtres humains, on n'est pas parfait. Mais si on a quelque chose qui vient nous titiller dans le corps ou une question qui nous vient, c'est pas grave. Vous pouvez la mettre de côté et en parler ensuite avec bienveillance évidemment. En fait, c'est l'intention qui compte dans tout ça. Quelle intention j'ai à accueillir mon partenaire et écouter ce qu'il a à me dire et quelle intention j'ai à vouloir lui partager ça. L'amour, la bienveillance, désirer que l'autre soit épanoui dans cet espace-là qu'est le couple. Il y a tout un tas de raisons qui motivent à ça. Comprendre aussi les motivations. Pourquoi j'ai besoin d'en parler. Parce que ça va être aussi intéressant de pouvoir le dire à sa partenaire. Pourquoi je te partage ça? J'ai envie de te partager ça parce que je veux que tu saches qui je suis. Je veux aussi que tu m'acceptes pleinement comme je suis. Je ne veux rien te cacher et que pour moi, le couple, c'est aussi ça. Tout dépend en fait des individus par rapport à ça. Mais tu partages aussi ton intention à ce qui est en train de se passer là. Donc tu fais tes petites notes, tu structures potentiellement si tu en as besoin et ensuite tu en parles à ta partenaire. L'accueil, la bienveillance, le respect, l'ouverture d'esprit. C'est pas parce qu'on accueille quelque chose qu'on est en capacité de toujours tout comprendre. Et c'est ok. On peut ne pas comprendre la raison qui motive quelqu'un à avoir un kink. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'accepter et l'aimer. Ensuite, une fois que ça s'est fait, moi j'inviterai la personne qui accueille cette parole à ne pas lui couper la parole. À laisser la personne pleinement dire tout ce qu'elle a à dire. Et ensuite, s'il a des questions, qu'elle les pose ensuite. Et que la personne qui partage aussi sa parole soit prête à entendre et écouter les questionnements de l'autre. Parce que ça peut sembler tellement atypique, je sais pas, d'avoir un fétiche des couches que c'est normal qu'il y ait des questions derrière. À condition qu'encore une fois, ces questions, elles soient bienveillantes, faites avec respect. Voilà, pour commencer, c'est déjà bien, pour commencer. On peut faire un PowerPoint aussi. Un PowerPoint ou... Un outil de présentation, quoi. Mon travail et ce que je peux proposer aussi en cabinet, c'est, selon ton histoire, qui tu es, proposer quelque chose qui s'adapte à qui tu es. Encore une fois, je peux donner des pistes de réflexion, j'ai des outils qui permettent d'aller au bout des choses. Néanmoins, ces outils-là, c'est à toi de te les approprier et de faire ta popote, parce que on n'est pas des robots, on n'est pas identiques. Voilà, on vit pas les mêmes histoires, on relationne pas de la même manière, donc tout ça, c'est important de le prendre en compte. Alors, j'avais demandé dans les communautés que je suis sur Instagram et autres, des témoignages de gens qui avaient dû parler de la BDL à leur partenaire. Et j'ai eu différentes réactions, différentes situations que les gens ont pu rapporter dans leur relation. Donc il y a des fois où, lorsqu'on va parler à la BDL, ça va être très bien accepté, et il n'y aura pas de problème vis-à-vis de ça. Il y a des fois où la BDL ou le kink ce sera toléré, mais pas partagé. On va avoir des gens qui vont dire c'est ok que tu fasses des couches, tout ça, mais c'est dans ta chambre et je veux pas savoir, je veux pas être au courant. Il y a des fois même où le kink n'est pas toléré du tout, et on dit non, c'est hors de question que tu fasses ça, j'ai pas envie, pour plusieurs raisons qu'on détaillera ensuite. J'ai eu un témoignage aussi assez poignant d'un homme qui aimait une femme, et lui était ABDL, donc aimait porter des couches. Sa femme l'a su, il a dû communiquer là-dessus, mais elle a pas du tout apprécié ça, elle était pas du tout réceptive à la BDL, et elle lui a demandé de faire une croix là-dessus, donc il a jeté toutes ses affaires, il s'est séparé de son kink, parce qu'il était très amoureux de cette personne-là. Donc déjà, question, est-ce que c'est possible de se débarrasser d'un fétiche? Est-ce qu'on peut faire abstraction d'un kink? Est-ce qu'on peut renoncer aux couches ou à un kink? Je trouve que le mot débarrasser est dur. Est-ce qu'on peut se dire du jour au lendemain, j'arrête d'être ABDL, je décide de ne plus aimer les couches? Est-ce que c'est possible ça? Comme la cigarette. Oui, mais la cigarette, c'est des gens qui arrivent. Encore une fois, tout est une question d'intention et de désir. Si ton fétiche a des conséquences négatives dans ta vie, effectivement, là, va falloir trouver un moyen d'adapter, de réduire ou de déplacer ça. Une personne qui arrête un fétiche qui arrête son kink, est-ce qu'il en souffre? Est-ce qu'il le regrette? Donc, en fait, il y avait des gens qui étaient éperdument amoureux d'une personne qui n'était pas du tout réceptive à la BDL, qui lui a demandé d'arrêter son kink. Et du coup, est-ce que c'est rationnel? Est-ce qu'on peut arrêter un kink comme ça? Est-ce qu'on peut se dire du jour au lendemain, j'arrête les couches, j'arrête d'être fétichiste des couches? Est-ce que c'est possible ça? Alors, c'est possible puisque tu as des personnes qui le font. Après, est-ce qu'elles sont heureuses et est-ce qu'elles sont bien avec cette décision qu'elles ont prise? Ça, j'en suis moins sûre. Il y aura toujours dans la tête une petite voix qui, lorsque tu vas tomber sur une image de couche ou autre, qui va dire « Ah, il y a quand même un truc qui me manque ». C'est là où la thérapie, elle peut être intéressante, c'est d'aller justement travailler exactement ce que tu viens d'évoquer là et de voir le rapport et l'intérêt et les bénéfices à continuer à nourrir ce fétiche ou bien à tout arrêter pour son
sa partenaire. Je sais pas ce qui est vraiment juste. Est-ce que c'est juste de tout couper radicalement et de faire comme si rien n'avait existé, ou de se plonger perdument dans quelque chose, quitte à s'oublier aussi. Tout dépend de qui tu es, comment tu es, tes objectifs de vie, ta manière de relationner. Jamais personne d'autre ne peut te dire ce qui est bon pour toi, à part quelques exceptions, et là on serait plus dans le trouble. En fait, c'est vraiment une question de ressenti, d'intention. Je trouve ça triste et presque violent de devoir dire c'est quand même violent, hein, c'est violent quand même de dire à une personne arrête ça, je t'accepte, mais je veux surtout pas cette partie-là sur toi. Moi, personnellement, je trouve ça violent, je trouve ça dur. Cette personne, si elle a pris cette décision, pourquoi elle l'a prise? Qu'est-ce qu'elle pense perdre ou y gagner, et pourquoi elle a pris cette décision? Parce qu'elle est amoureuse et qu'elle ne veut pas perdre sa partenaire? Mais qu'est-ce qu'il y a derrière si on doit gratter encore plus, tu vois? Donc, je pense, mais ça ce n'est que mon avis, qu'on ne prend pas une décision juste pour l'autre, on la prend en connaissance de cause avec l'intention qu'il y a derrière. Tu vois, dans mon cabinet, j'ai rencontré des couples qui ont fait le choix d'accepter pleinement le kink, ce que je trouve plutôt sain et juste par rapport à ce qui était posé dans ce cadre-là. Et tu as des personnes qui ont décidé d'étouffer le kink. Ce que moi j'ai pu constater, c'est qu'à un moment donné, même si tu l'étouffes, il va revenir d'une manière ou d'une autre. Et s'il ne revient pas sous la forme du fétiche comme tel, il reviendra autrement. Parce que ça peut générer aussi des émotions de colère, de frustration, qui vont nuire au couple à un moment donné. Si tu ne te sens pas pleinement accueilli, compris et désiré par l'autre, à un moment donné, ça va forcément se casser la gueule. Du coup, on chasse les couches et elles reviennent en fait. On peut pas se séparer de son kink. Ça reviendra toujours selon toi. Je ne sais pas. La définition du fétiche, comme je te l'ai donnée au départ, elle est cet intérêt accru pour l'objet. Si à un moment donné, il n'est plus spécifique à cet objet, il va se déplacer. Ça, c'est ce que, en théorie, la psychologie dit. Et ce que moi, j'ai pu voir en cabinet, c'est que celles et ceux qui ont réfréné à un moment donné leur kink, ça leur c'est revenu à un moment donné. C'est plus fort qu'eux. Donc, je ne dis pas et je ne pense pas qu'il faille soit y aller à fond, soit tout arrêter. Je pense qu'il faut pouvoir questionner qu'est-ce qu'il y a derrière le fétiche, qu'est-ce que ça vient combler, qu'est-ce que ça dit de moi, pourquoi c'est là, qu'est-ce que ça vient nourrir et est-ce que j'en ai véritablement besoin, et je tentais de trouver l'équilibre parce que mon travail en tant que sexo, c'est selon la demande d'aider l'individu à trouver son équilibre. Tu vas me détester, mais je peux pas te donner une réponse qui soit oui ou non. Mais par exemple, comment on ferait si je me mets en couple avec une personne, on est en couple depuis quelques années, j'éprouve le besoin de communiquer là-dessus, sur les couches, et que la personne me dit non mais c'est hors de question les couches, je veux pas voir ça, c'est les couches ou moi. Enfin, qu'est-ce qu'on fait du coup dans ces cas-là? Bon, déjà, je trouve ça violent et pas tout à fait juste de poser un ultimatum. Comme je le disais, l'humain est complexe, on n'est pas des robots. Donc c'est violent de demander à l'autre de faire un choix comme ça. Après, la personne qui reçoit cette violence dans la figure, je l'inviterai soit à aller faire une thérapie, à en parler à un ou une thérapeute qui peut-être pourrait l'aider à prendre un peu de recul au fait. Parce que quand on est en couple, quand on vit une relation et qu'on entend ce genre de phrases et qu'on a un fétiche, on est dans l'émotionnel. Et c'est normal, on est des êtres d'émotion. Mais donc peut-être avoir quelqu'un d'extérieur qui va t'aider à prendre un peu de recul et qu'est-ce que tu désires réellement? Est-ce que cet ultimatum déjà, il n'a pas entaché la relation? Est-ce que cet ultimatum, selon toi, finalement, il va t'aider? Parce que souvent les personnes qui arrêtent ou qui cherchent à mettre dans le placard le fétiche, c'est qu'il y a une souffrance derrière. C'est qu'ok, il y a quelque chose d'obsessionnel, il y a quelque chose qui me met mal à l'aise, j'ai peur du regard de l'autre, parce qu'on n'en a pas vraiment encore parlé ici, mais peut-être que tu l'as déjà dit dans tes vidéos, mais le poids de la société et le regard de l'autre est une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes se sentent mal et se sentent honteux du kink. Et donc tout ça, ce sont des choses qui sont à débunker selon moi, et voir est-ce que je suis prête à vivre avec quelqu'un qui ne m'accepte pas pleinement. Si t'es ok avec ça et que bon voilà, ben fais-le. Je sais pas de quoi l'avenir est fait, si ça se trouve dans 10 ans ça va pas tenir, dans 20 ans non plus. En tout cas des témoignages que j'ai eus, ça n'a jamais vraiment tenu. Néanmoins, la raison pour laquelle une personne va faire le choix de rester avec sa partenaire qui refuse le kink et ou de choisir le kink ne définit pas l'individu qu'on est en tant que tel, et ce qui est important c'est toujours de revenir à soi. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand j'entends ce refus, ce rejet? Qu'est-ce que ça dit de moi et qu'est-ce que je suis prêt à accepter ou pas? T'en as qui acceptent de vivre une relation et mettre leur fétiche de côté, et t'en as d'autres pour qui c'est rédhibitoire. Quelqu'un qui me dit non, bah non. En fait, c'est aussi une question de valeur, d'éducation, de culture, il y a tout ça qui rentre en compte. Et beaucoup de culpabilité aussi pour les couches, parce que bon, c'est un peu honteux, tu vois, d'aimer les couches, donc si on me dit non mais t'arrêtes ça, on se sent pas forcément trop en position de force aussi pour dire non. Complètement. Les personnes qui ont un kink n'ont pas à avoir honte de ça, n'ont pas à être gênées, et n'ont pas à s'empêcher de vivre, à s'étouffer sous prétexte que
ça sort des dites normes. Encore une fois, quand on est dans quelque chose de légal, ce n'est pas un sujet. La honte, elle doit disparaître, elle doit s'effacer. C'est plus facile à dire qu'à faire, j'en conviens. Et pour justement faire disparaître cette honte à défaut de pouvoir la tuer, c'est essentiel de comprendre qui je suis, qu'est-ce qui se passe. Certaines personnes ont besoin de comprendre d'où vient le fétiche. Le comprendre ne va pas forcément enlever la honte, mais ça peut être quelque chose d'intéressant à l'explorer. Et pourquoi j'ai peur du regard de l'autre? Le regard de l'autre, quel impact il a sur moi? Ok, j'ai peur qu'ils disent que je suis bizarre. Et s'il dit que je suis bizarre, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que tu as vraiment envie d'être en couple avec une personne qui te considère comme bizarre ou comme malsain ou comme pervers? C'est ça la bonne question, malheureusement. Mais moi, je peux pas te donner une réponse. Est-ce que tu es capable de vivre avec quelqu'un qui porte ce jugement sur toi? Oui ou non? Et du coup, si tu acceptes de vivre avec quelqu'un qui potentiellement porte un jugement comme ça sur toi, pourquoi tu t'infliges ce genre de violence? Tu vois, ce sont des choses qu'il faut aller débunker et on en revient au fil qu'il faut aller dénouer petit à petit. Et c'est lorsque ces questions arrivent et que par toi-même ou avec ta partenaire, tu n'arrives pas à trouver de solution, que là, le sexologue et ou le sexothérapeute intervient. Et ou le psy, t'as des psys qui sont très kink-friendly, bon, faut juste bien se renseigner. Mais c'est là où le thérapeute, s'il est intéressant, parce qu'il peut t'aider à prendre du recul. Je vous parlais tout à l'heure de cette troisième personne qui viendrait t'aider à prendre un peu de hauteur et à aller questionner un petit peu tes choix, tes décisions et tes ressentis. Pour moi, le thérapeute, il intervient là. Donc c'est pour ça que te pondre une réponse toute faite dans une boîte, je pourrais te la faire, mais je pense que ce serait pas tout à fait juste pour toutes les nuances qui existent et pour tous les individus qui existent et pour la réalité des faits. Alors, dans les témoignages que j'ai reçus, j'ai aussi reçu beaucoup de gens qui m'ont dit que la BDL, ils en avaient parlé à leur compagne ou leur partenaire, mais était pas toléré en fait. Ils disaient oui c'est ok, mais tu fais ça dans ton coin, ou je veux pas en entendre parler. Ces personnes-là ont donné plusieurs raisons pour lesquelles ça les dérangeait. Il y avait une côté peut-être bébé, dans le sens en fait les personnes rattachaient les couches aux enfants et avaient du mal à voir leur partenaire dans cet état en couche, ça leur posait un problème. Les couches c'est fait pour les bébés ou personnes âgées, mais pas pour les partenaires. Et il y a aussi cette vision du coup des couples hétéros où les femmes avaient besoin du côté homme viril, protecteur, qui prenait soin, et elles voulaient surtout pas voir leur mari s'habiller en couche ou en sissi, ou dans ses autres kinks. Elle voulait une vision de l'homme protecteur du couple. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation où la BDL n'est pas partagée dans le couple? Ce fameux papier stylo, j'écris mes besoins, mes envies, mes désirs, mes limites et mon cadre, je l'ai pas précisé, mais ça peut être aussi intéressant de le noter, peuvent permettre aussi de débunker un petit peu les projections que peut avoir l'autre sur le kink. Alors je pense que c'est important quand même d'accepter et de respecter aussi que l'autre ait ses limites et de ne pas chercher à imposer le kink, parce que c'est aussi parfois ce qui peut se passer et ça peut être perçu comme intrusif et c'est comme une agression. Déjà que ce soit accepté, en tout cas il y a un terreau fertile à l'acceptation, donc c'est plutôt bien. Eh bien tu peux te créer un cadre de jeu, soit comme je disais avec ce fameux couple, l'une pouvait aller jouer en dehors du couple avec d'autres ABDL dans des nurseries, etc. Tu as aussi celui qui avait sa salle de jeu et puis qui faisait venir ses copains et ses copines sans que ça n'ait d'intrusion dans la vie du couple parce que l'autre partenaire n'était pas à l'aise avec ça. Je pense que à partir du moment où il y a une écoute active, bienveillante et le respect des individus dans cet espace-là, on a déjà gagné beaucoup. Mais on peut se sentir un peu triste en fait Bien sûr. de quelqu'un, alors c'est pas au point de mettre toutes les affaires dehors, mais c'est au point de dire c'est ok, mais moi je veux pas te voir dans cet état, je veux pas te voir en couche, ça me pose problème, tu vois. Effectivement, oui, on pourrait se dire le mercredi matin entre 7 et 9, j'ai le droit de porter une couche, mais après il faut que je l'enlève parce que mon partenaire arrive. Il y a un côté peut-être un peu triste et frustrant, tu vois. Est-ce qu'on peut faire accepter son kink à une personne? Est-ce qu'on peut convertir quelqu'un? J'en sais rien, parce que je pense que ça dépend de la relation que tu as avec l'autre et de la capacité qu'a l'autre à s'ouvrir ou pas. Oui, ça peut être blessant de voir l'autre ne pas s'ouvrir pleinement à son fétiche. Oui, ça peut être douloureux et désagréable, mais ça tu peux le calquer sur plein de choses dans le couple. Il n'y a pas que le fétiche qui peut bousculer, qui peut blesser. Pour moi, il faut en parler. Faut essayer de comprendre un petit peu ce qui potentiellement rebute l'autre. Et là, par exemple, tu parlais du côté régression aux antipodes du dit homme masculin viril que l'on imagine dans notre société. Quelles sont les alternatives qu'on peut trouver pour que peut-être toi et moi, on réponde tous les deux à nos besoins? Et donc, ça va être un jeu d'équilibre. Mais le couple est un jeu d'équilibre. Le couple est une mise à jour régulière, voire quotidienne, de nos désirs, de nos envies, de nos besoins, du cadre
cadres et des limites. Et donc c'est valable aussi pour le fétiche. Je ne pense pas qu'on puisse obliger ou forcer quelqu'un à aimer un fétiche, et d'ailleurs je ne pense pas que ce soit très juste de faire ça. Je sais que beaucoup de personnes de la commu fantasment, désirent à juste titre que l'autre partage aussi ça, sauf que parfois c'est pas toujours le cas, mais c'est comme ça. Et donc soit trouver des personnes au sein de la commu avec qui on peut relationner, soit trouver des personnes qui acceptent mais qui nous permettent, qui nous autorisent à jouer au sens large du terme ailleurs, ou bien petit à petit amener des choses du fétiche qui peuvent être acceptées par la partenaire. Petit à petit ça peut aussi être intégré de cette manière-là, mais moi je suis contre l'idée d'imposer quelque chose. Là on parle de consentement du coup. Mais si on dit par exemple c'est ok et je t'autorise à aller jouer avec des amis, etc., ça peut peut-être être vécu un peu, tu vas dans un couple exclusif, les personnes aussi se sont senties trahies parce que le truc n'avait pas forcément été communiqué. Je pense juste que s'offrir le droit à un espace de jeu en dehors du couple, ça peut être une solution parmi tant d'autres. Le sentiment de trahison, il peut être légitime selon la manière dont on perçoit le couple, en fait. Tout est une question de vision de couple et de communication. Pour moi, la base de tout ça, c'est de la communication. De toute façon, on n'arrive à rien sans communiquer, et la communication, je parle pas de joute verbale, je parle d'une communication qui est bienveillante et qui est active. Si tu t'es senti trahi parce que je t'ai pas parlé de mon kink, écoute pourquoi je t'ai pas parlé de mon kink. Parce qu'il y a du rejet, de la moquerie, de la haine, de la violence. J'avais pas envie de subir ça encore une fois, parce que je t'aime et je tiens à toi et que j'avais peur de ton regard. Et parce que ton regard compte pour moi, je savais pas comment m'y prendre parce que j'avais envie de bien faire les choses. C'est ça communiquer, c'est expliquer pourquoi j'ai peut-être pas osé le dire. Ça veut pas dire que c'est ok ou pas d'avoir omis cette information, parce qu'au fait, encore une fois, tout dépend des individus. Moi j'ai eu des témoignages de personnes qui ont dit, mais bien plus tard, et ça a été bien accueilli. Il y a eu chez certains de la réticence et un temps d'adaptation, mais ce temps d'adaptation, il est ok. C'est-à-dire, ok, j'ai cette information, je sais pas ce que ça veut dire, je comprends pas bien comment fonctionne le kink, donc j'ai en tête une fille qui allait se renseigner et qui ensuite avait plein de questions et qui a pu en parler avec son partenaire. C'était nouveau pour elle, qu'elle avait jamais entendu parler de ça, qu'elle y avait plein de préjugés, et le partenaire a été débunker ça et dit bon ben non, en fait voici ce que c'est que la BDL, voici comment moi je vis, voici mes peurs, mais voici aussi mes plaisirs, est-ce que tu as envie d'explorer ou pas? Et au début elle disait ah non, je veux même pas, j'accepte mais je veux pas en entendre parler. Et ben oui, ça fait mal. C'est là aussi où la thérapie elle peut intervenir, la thérapie de couple et ou la thérapie individuelle. Et c'est souvent moi dans ce contexte-là que j'ai des couples, mais encore une fois, j'ai pas une réponse toute faite, c'est selon la construction du couple, les croyances aussi qu'ont le couple, la manière dont ils envisagent le futur, leur ressenti, la trahison d'un côté et le rejet de l'autre, comment tu vas matcher avec tout ça. C'est toutes ces choses-là qui vont être traitées possiblement, que là je t'évoque, mais je pourrais pas, idem, te donner un truc, une recette unique. C'est vrai qu'en fait, par rapport à ce que tu dis, lorsqu'on parle de communiquer de la BDL, on est capable de facilement dire ce qu'on aime, etc. Mais c'est vrai qu'on n'a pas, enfin personnellement, j'avais pas réfléchi au fait de, ah oui, communiquer, de pourquoi je n'ai pas communiqué avant, j'avais peur en fait de te le dire pour telle raison. Poser des mots sur ses appréhensions, ses peurs, ses inquiétudes, c'est essentiel à la communication. C'est peut-être même ce que j'évoquerai en tout premier. Et ça ne veut pas dire que j'ai peur à cause de toi, c'est que j'ai peur parce que j'ai subi avant et que regarde comment la société nous voit et que toi tu comptes pour moi et que j'ai pas envie que tu me vois comme ça. C'est ça aussi communiquer. Mais du coup, qu'est-ce que tu dirais aux partenaires qui découvrent que leur partenaire est ABDL? Quel conseil t'auras à donner pour ces gens-là? Eh bien déjà d'accueillir ce qui est posé là et de se dire waouh, ma partenaire me fait suffisamment confiance pour me poser quelque chose comme ça. Ça, c'est une belle preuve d'amour. Et avoir conscience de ça. Preuve d'amour, preuve de respect, de tout. En tout cas, il y a quelque chose ici qui est beau, selon moi. C'est que l'autre s'est suffisamment senti en sécurité pour me poser ça. Et avoir conscience du privilège que l'on a, que l'autre nous ait offert cette information. Donc là, on est dans l'accueil. La deuxième, c'est de ne pas se braquer et de ne pas dire oui mais, et d'essayer de rester dans l'ouverture. Alors parfois, ça peut être un peu difficile, mais juste de prendre le temps de se dire j'ai en face de moi un humain que j'aime potentiellement et qui me partage quelque chose qui lui appartient. Mais quel beau cadeau! Et poser des questions qui vont vous permettre d'aller plus loin dans la réflexion, prendre de la hauteur, comprendre. Ne pas chercher à dire oui mais pourquoi t'es comme ça? Déjà ça peut être violent. Est-ce que tu connais les raisons qui peut-être t'ont emmené à t'intéresser à ces choses-là? Est-ce que c'est important pour toi de connaître les raisons ou pas? Parce qu'on n'est pas obligé de savoir pourquoi on a un kink, on sait pas forcément ça peut ne pas être un sujet. Et
ne pas oublier à remercier l'autre. Dire merci de m'avoir partagé ça, merci de m'avoir fait confiance. Pour moi, c'est essentiel. De rassurer l'autre et de reconnaître l'effort que l'autre a fait à nous poser ça. Et puis, pourquoi pas prendre l'eau dans ses bras pour apaiser et aider l'autre à redescendre, parce qu'au fait, c'est un énorme travail émotionnel qui est fait, et donc juste remettre dans le corps l'autre et voilà, être reconnaissant de ce moment-là. Et à supposer qu'on soit dans un couple, la relation se passe bien, on est à BDL, est-ce que le fait d'être juste heureux en portant des couches, ça peut avoir un impact sur la libido? C'est une très bonne question. Au fait, la libido, c'est l'énergie de vie qui circule dans tout le corps, et elle n'est pas que sexuelle, la libido. Donc là, j'imagine que tu parles de désir sexuel. Effectivement, si ton intérêt ne se porte uniquement que sur les couches de manière obsessionnelle et intensive et récurrente, donc le désir est là installé dans ce fétiche, dans le kink. Donc il peut y avoir un déséquilibre au sein du couple. On n'est pas tous égaux face au désir, face à la libido, donc certains ont plus de libido que d'autres. Et deuxièmement, tout dépend l'environnement et l'espace et le cadre qui est posé du couple. Si jamais vous étiez amené à rencontrer un déséquilibre de désir et de plaisir, dans ce cas-là, bon, il y a la thérapie qui peut permettre d'aller débunker tout ça, et puis essayer de trouver d'autres stimuli qui plaisent autant à l'un et à l'autre. Quand bien même les deux pourraient avoir un kink, des couches par exemple, il pourrait quand même y avoir un déséquilibre au niveau du couple. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui compte pour toi? Est-ce que c'est une sexualité génitale? Est-ce que c'est une sexualité pénétrative? Où est-ce que tu mets la sexualité? Parce que je peux te toucher les oreilles et tu peux aussi avoir ton orgasme. Où est-ce que tu le mets, ton désir, ton plaisir? Et trouver des points communs aux deux pour essayer d'aller réveiller, stimuler ces zones-là érogènes ensemble. Alors dans cet entretien, tu nous as apporté beaucoup d'éléments de réflexion, mais il y avait quand même beaucoup de nuances. Il y a une raison pour laquelle tu travailles comme ça? Ces nuances, elles sont importantes parce qu'on n'est pas des robots, on est des individus, et que l'histoire, la culture, l'environnement, les besoins, les ressentis, les envies, les désirs, le cadre, les limites et la manière de communiquer, tout ça rentre en compte. Donc si je te disais il faut dire ci, il faut dire ça, je passe à côté peut-être de 80% de la commu à BDL, ou peut-être que j'en oublierai 10. Pour moi, c'est important de porter ces nuances. On sera beaucoup plus spécifique dans tous les cas, au cas par cas, toujours. On n'est pas là dans une fonction biologique pure, on parle pas de troubles d'érection ou d'absence d'orgasme. Là, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus complexe que ça, qui est fascinant et qui, pour moi, n'a rien d'anormal, entre guillemets, si on doit parler de normalité. Moi, j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent que si vous avez un fétiche et que il prend beaucoup de place et qu'il vous fait souffrir, ou qu'il y a un sentiment de honte de manière individuelle ou dans le couple, allez voir un ou une thérapeute. Mais si vous êtes bien avec, mais vivez pleinement votre fétiche, il n'y a pas de honte à avoir. À partir du moment où vous ne vous faites ni de mal à vous-même ni aux autres et que vous respectez le cadre légal, go for it. Go for it. Et à partir du moment où ce fétiche, il existe et qu'il vous fait du bien et qu'il vous permet d'avoir un équilibre aussi dans votre vie, c'est ça qu'il faut regarder. Mais voilà, en tout cas, vous n'êtes pas seul, vous êtes entendu, vous pouvez être accueilli par les personnes qui sont disposées à le faire. Et je suis persuadée qu'au fil des mois et du temps, ces sujets-là n'en seront plus un, en tout cas comme il l'est aujourd'hui. En tout cas, je l'espère. Ok, très bien. On va s'arrêter ici pour cet entretien. On rappelle du coup, Syneden officie à Lyon en distanciel ou en présentiel pour des consultations de sexologie, couple ou individuelle. Si vous êtes dans un des cas qu'on a développé dans cet entretien, ça peut valoir le coup d'aller voir un ou une professionnelle. On vous dit à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner.